Il faut s'avouer les choses, je n'ai pas un profil d'entrepreneur classique. Pourquoi ? Parce que, en effet, je viens d'un milieu plutôt simple, je n'ai pas fait de grandes études. Je reste 10 ans en tant que salarié avant de me lancer. Je me lance à 38 ans, donc je ne suis pas un serial entrepreneur. J'ai monté qu'une boîte dans ma vie, elle a eu la chance de très bien réussir. Mais c'est en ça où j'ai en effet un profil un petit peu différent. Et je vois rapidement aussi en sortant du salariat, et d'où le fait que l'association est un point important. Et je peux que recommander à des gens, s'ils en ont la possibilité. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, je vois bien qu'il me manque des compétences. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Sultan, entrepreneur, investisseur aguerri. Après une très belle carrière dans les RH Tech comme cofondateur de Mr Thump, qui est un leader du recrutement en ligne, il se concentre maintenant sur 2 sujets qui lui tiennent à cœur, l'investissement et l'accompagnement de jeunes entrepreneurs et de multiples engagements dans le domaine associatif. Il parlera mieux que moi de tout ça dans le podcast, alors je lui laisse la parole. Bonjour Rémi, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours pour commencer ? Bonjour, écoutez, avec grand plaisir, merci de m'accueillir. Alors moi j'ai un parcours où je suis un pur Parisien, donc j'ai 53 ans, je suis né à Paris. J'ai évolué toute ma carrière du coup en région parisienne. Je viens d'un milieu plutôt assez modeste puisque j'ai grandi dans le 18e arrondissement à Paris. J'ai pas eu l'occasion de faire de longues études, donc c'est sûr que j'ai dû m'arrêter assez tôt pour me lancer rapidement dans le monde du travail. Et donc j'étais déjà très enclin durant mes premières années, en tout cas avant de trouver un job, d'essayer de trouver un job qui m'apporte véritablement un sens, un métier qui me plaise. Je voulais pas travailler pour travailler, je voulais avoir du sens à ce que je fais au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai choisi à un moment ou un autre le monde du recrutement, qui m'a beaucoup plu de mettre en relation, en fin de compte, des entreprises avec des candidats en recherche de job. Et j'ai navigué durant une dizaine d'années dans un grand groupe où j'ai eu la chance de gravir un certain nombre d'échelons, d'en devenir le directeur commercial à un moment ou un autre. Et puis, à un certain moment, comme l'entrepreneuriat m'avait toujours taraudé depuis finalement mes jeunes années d'adolescent, j'ai eu un moment l'occasion et la décision de me dire il faut y aller. Donc, j'ai décidé assez tard, puisque j'avais quasiment 38 ans en fait, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, donc en toute logique, tu te lances plutôt dans l'entrepreneuriat, dans le secteur que tu connais, le recrutement. Quel constat tu fais au moment de te lancer ? Parce que j'imagine que des entreprises qui font du recrutement à l'époque, il y en avait déjà beaucoup. C'était en quelle année exactement ? 2009. 2009, ouais. Donc, quel constat tu fais et qu'est-ce qui te pousse à te lancer à ce moment-là et avec quelle idée de base qui, j'imagine, a évolué avec le temps, mais qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce que tu imagines au début ? En fait, vous le dites si bien, j'ai pas envie de réinventer le monde. C'est un métier que j'aime profondément, qui me passionne profondément depuis toujours. Et je me pose la question, est-ce que j'ai envie de faire autre chose en fait ? Et la réponse rapidement est négative. J'ai envie de continuer dans ce secteur-là. Je pars d'un grand groupe parce qu'à un moment, après 12 ans, vous êtes un petit peu en fait enchaîné. Vous avez le sentiment, j'ai le sentiment d'avancer, j'ai le sentiment d'être un petit peu patron de mes business units. Et au final, au travers de plans sociaux, on s'aperçoit qu'on est sur un siège éjectable à tout moment. Et j'ai pas envie d'être sur ce siège. Donc je décide à un moment de provoquer quelque part mon départ. Ce qui est surprenant parce que tout fonctionnait plutôt très bien. Mais je décide finalement de me remettre un petit peu en selle parce que je crois qu'à chaque fois que je commence à m'ennuyer, c'est pas toujours bon dans mon parcours. Et là, je commence à m'ennuyer. Je commence à être dans un confort qui est too much finalement. Il y a de la valorisation, il y a tout ce qu'on veut, mais je sens que je commence à m'ennuyer. Je sens que j'ai envie de faire, de rebondir, de faire autre chose, de mettre un coup de pied aux fesses. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et en fait, ce métier, j'ai envie de le faire. J'ai envie de continuer à le faire. La chance que j'ai eue durant ces années de salariat, c'est que j'ai compris que j'avais une capacité à attirer, à fédérer et à garder des collaborateurs. Et je me suis dit, finalement, ce que j'ai fait durant 10 ans pour une très grosse boîte sur le marché, un des leaders mondiaux, est-ce que j'aurais pas envie humblement de le faire un petit peu pour moi aussi maintenant, tout en continuant à capitaliser sur ce qui a fait plutôt la valeur ajoutée que j'apportais à mes collaborateurs. Et c'est pour ça que je décide de rester dans le secteur et de lancer un nouvel acteur avec des associés
et de repartir sur cette aventure entrepreneuriale. Ok, alors j'ai pas mal de questions. Première chose, un profil entrepreneur comme toi, dans le salariat, est-ce que il y a eu des choses aussi dans le groupe que tu avais rejoint au départ qui avaient beaucoup évolué entre le moment où tu étais arrivé et le moment où tu as décidé d'en partir et qui faisait que tu te sentais moins à ta place, ou c'était plus une question de maturité, d'opportunité? Non, c'est exactement ça. On était parti d'une boîte qu'on avait un petit peu montée from scratch, où j'avais une liberté totale, et puis cette entreprise avait été rachetée par un groupe en fait, et où la liberté d'action et d'agir était largement diminuée, et c'est ce qui a fait que je m'y suis senti beaucoup moins à l'aise en fait, tout à fait. Ok, super intéressant. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de profils comme les tiens qui sont aussi des créateurs et qui, dès lors qu'il y a moins à créer, et sont peut-être moins à l'aise et commencent à s'ennuyer. Exactement. Dès qu'on arrive dans une zone de confort, finalement, on gère un quotidien, on gère un existant. Moi, en tout cas, c'est à ce moment-là où je commence à m'ennuyer. Ok. Et donc oui, tu repars d'une feuille blanche, beaucoup plus intéressant. Et alors, il va falloir que tu m'expliques quelque chose, parce que on parle de Mr.Temp, mais dans Mr.Temp, il y a Lynx RH, Aquila RH, Vitalis Medical. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, comment ça s'est structuré, par où tu as commencé, comment ça a évolué jusqu'au groupe actuel, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui Mr.Temp? Bien sûr. Avec mes associés, quand on se lance, en fait, moi, je démarre en fait en capitalisant sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'intérim et le recrutement haute compétence sur des métiers plutôt à valeur ajoutée, ce qu'on appelle dans le marché les cols blancs. Donc, c'est plutôt des profils bac+2, bac+5. Et donc, on décide de lancer la marque Lynx RH, que je développe au tout démarrage du groupe pendant plusieurs années. Mais le marché du recrutement, c'est un marché qui est très vaste, c'est 22-25 milliards en France. Et le marché principal qui occupe ce business, c'est le généraliste. C'est les profils, on va dire, plutôt à basse qualification. Et on décide de lancer donc l'enseigne Aquila RH, qui incarne ces métiers-là. Donc là, on est plutôt sur des métiers CAP à bac, qui est un très bon complément de Lynx RH finalement. Et puis, dans la continuité de ce qu'on a fait, on s'est dit, qu'est-ce qui nous manque finalement? Il nous manque le côté médical. Donc, on a fait l'acquisition d'une première entreprise pour lancer notre marque dans le médical, et qu'on a ensuite renommé, rebaptisé Vitalis Medical. Et Mr.Temp est en fait le chapeau qui encadre ces trois marques-là et qui était l'angle digital. Ça a été un peu le complément de ces trois marques. On s'est dit, si on veut vraiment être un acteur différenciant, il faut qu'on apporte une touche véritablement digitale. Donc, on a décidé, notre devise, c'était digitaliser sans déshumaniser, en fait, d'apporter des outils, des process digitaux à notre réseau d'agences, qui sont des franchisés en plus indépendants. Donc, c'était aussi très intéressant puisqu'il y a une vraie culture entrepreneuriale depuis le début. C'est une histoire d'entrepreneur, le groupe Mr.Temp. Et on a décidé du coup de lancer Mr.Temp, qui est venu apporter des outils extrêmement digitaux et performants à notre réseau. D'accord, donc c'est un réseau d'agences de recrutement. De recrutement et d'intérim, chacune spécialisée sur les trois cœurs de métier, mais avec un cran d'avance parce qu'ils bénéficient tous d'outils digitaux extrêmement performants qui leur permettent de sourcer, de recruter, d'avoir des process beaucoup plus facilités. Et vous mutualisez aussi, j'imagine, le sourcing. Il y a des passerelles qui se font d'une agence à l'autre que vous facilitez. Bien sûr, beaucoup de choses en commun, de candidats partagés, de bases de données communes et d'outils communs finalement qui permettent au réseau d'aller beaucoup plus vite. Et alors, question qui me vient aussi, alors je comprends que Vitalis Medical, c'est une acquisition, donc ça explique que c'est aussi peut-être un nom, une marque qui soit un peu séparée, mais pourquoi avoir une marque distincte entre Lynx RH, Aquila RH, et pas avoir créé une même... L'enjeu, c'était d'avoir des experts en face de chaque métier. On voulait pas qu'il y ait trop de mélange des genres. On voulait pouvoir mettre en place une expertise métier en face de chaque candidat et en face de chaque client. D'où le fait qu'on les ait dissociés. Et les savoir-faire sont différents aussi. Tu te lances à 38 ans, tu sors du salariat. Oui. C'était quoi ta vie perso à l'époque? Tu avais quoi comme statut? Est-ce que tu avais des enfants? Oui, moi j'étais directeur du coup, ce qu'on appelle directeur des opérations dans un grand groupe. J'étais en effet très installé. J'étais donc j'avais 38 ans, je suis marié, j'avais déjà 3 enfants, j'avais déjà mon bien immobilier de résidence principale. C'était une vie de cadre supérieur bien établi, on va dire. Et c'est quoi les garde-fous que tu as à ce moment-là? Parce que tu te lances, j'imagine, pas forcément avec... Tu n'avais pas un salaire tout de suite. Tu as négocié ton départ, j'imagine, ce qui t'aide un petit peu. Comment est-ce que tu arrives à prendre cette décision financièrement En fait, il faut souvent les gens autour de moi et je crois qu'à un moment il faut n'écouter que soi. Il y avait une forme d'inconscience à faire ce que j'ai fait. Non, mais il faut être lucide. Souvent les gens autour de moi ou mes enfants bien plus tard qui maintenant sont devenus des jeunes adultes me disent mais papa, t'étais quand même complètement à côté de la plaque. On était petits, on venait d'acheter un appartement et tu décides de tout plaquer alors que tu avais un job en or pour repartir de zéro. Avec en effet finalement 2 ans de Pôle emploi devant moi, parce qu'en France, on oublie parfois de dire qu'il y a des dispositifs qui sont exceptionnels de prise en charge pendant 2 ans, où évidemment votre rémunération n'est plus la même, mais c'est un minimum vital quelque part pour repartir.
Et je me pose, voilà, comme j'ai plus la dimension plaisir, je me dis clairement, attends, j'ai 38 ans, est-ce que je me vois continuer 20 ans dans l'entreprise pour au final arriver à 55 ans et raser les murs parce qu'un cadre de 55 ans, il est clairement sur un siège compliqué. Et je décide du coup de me dire, OK, il va falloir repartir de zéro. Mais mon parcours initial, le fait que je viens d'un milieu, on va dire modeste, fait que ça me fait pas du tout peur en fait. Et que j'ai l'énergie suffisante pour me dire, on est en capacité de redémarrer de zéro, même si il faut faire des sacrifices. Tu dis une deuxième fois là que tu viens d'un milieu modeste. C'est pas le cas de tous les entrepreneurs et je t'apprends rien parce que je pense que tu en as côtoyé beaucoup. Il y en a beaucoup qui finalement se lancent aussi avec un capital familial ou en tout cas un filet de sécurité que toi, a priori, tu n'as pas au moment où tu te lances. Est-ce que ça fait de toi un profil qui est plutôt atypique parmi ces entrepreneurs-là? Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait des différences, des catégories d'entrepreneurs? Quel regard tu poses, toi, par rapport à ça? Oui, non, c'est vrai, il faut s'avouer les choses. Je n'ai pas un profil d'entrepreneur classique. Pourquoi? Parce que, en effet, je viens d'un milieu plutôt simple, j'ai pas fait de grandes études. Je reste 10 ans en tant que salarié avant de me lancer. Je me lance à 38 ans. Donc, je suis pas un serial entrepreneur. J'ai monté qu'une boîte dans ma vie. Elle a eu la chance de très bien réussir. Mais c'est en ça où j'ai en effet un profil un petit peu différent. Et je vois rapidement aussi en sortant du salariat, et d'où le fait que l'association est un point important. Et je peux que recommander à des gens, s'ils en ont la possibilité. Évidemment, ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, je vois bien qu'il me manque des compétences. Je vois bien que j'étais dans un cadre quand même extrêmement sécurisé, où je jouais sur du velours, sur ce que je fais de mieux, à savoir animer, manager et faire monter des collaborateurs et faire du business. Mais j'ai bien aussi vu qu'il me manquait un certain nombre de compétences, notamment financières, de gestion d'entreprise notamment. Mais pour autant, ça m'a pas freiné. Tu avais combien d'associés quand tu te lances? On se lance, alors on est 3, il y a un associé non opérationnel, et mon associé opérationnel, où finalement c'est vraiment nous qui conduisons les destinées de l'entreprise. Et on avait pour mentor ce 3e associé qui nous a finalement fait rencontrer. Ça a été une super rencontre avec une vraie complémentarité de profil finalement, entre moi un profil très opérationnel et lui un profil très organisationnel et financier. Et c'est ce qui a fait le succès et la magie quelque part de l'association. Tu donnes pas leur nom? Si, avec grand plaisir. Au contraire, on reste en très bons termes et on est même plutôt des amis. Donc Philippe Salle, qui est le fameux mentor dont je vous parle, qui est président du groupe Atos maintenant, donc qui a un parcours assez exceptionnel, et Alexandre Pham, qui évidemment lui est resté à la tête de Mr Temp et conduira très très bien les destinées du groupe dans les années à venir. Et Alexandre, du coup, tu ne le connaissais pas avant de lancer C'est ça qui est un peu exceptionnel dans notre association et qui, dès le début, démarre un peu sur les chapeaux de roue. C'est que Philippe Salle a toujours des bonnes idées, c'est de faire travailler les gens ensemble. Donc moi, quand je le contacte et je lui dis « Philippe, écoute, je vais me lancer, mais j'ai besoin que tu me files un coup de main, est-ce que tu es d'accord ?» Philippe me dit immédiatement oui. Et puis, on organise un déjeuner où finalement, je m'aperçois qu'il y a une chaise vide. Et donc, Philippe Salle me dit « J'ai quelqu'un que je veux te présenter. » C'est Alexandre, qui lui avait les mêmes envies finalement de monter un business. On était dans le même groupe, mais c'était un groupe où il y a peut-être 10 000 personnes. On se connaissait pas, si ce n'est de nom, mais on s'était jamais rencontrés en fait. Et Philippe Salle a eu la bonne idée de nous présenter lors de ce fameux déjeuner en blind date, comme on dit souvent. Et tout a démarré de là. Ok, donc toi, tu t'attendais pas forcément à t'associer Pas du tout. Moi, je pensais démarrer avec l'aide de Philippe, qui allait me prodiguer quelques bons conseils dont il avait le secret, et puis de démarrer tranquillement dans un bureau avec 1, 2, 3, puis 4 collaborateurs. Ouais, super premier coup de pouce du destin, Philippe. Exactement. Ok, excellent. Dans nos échanges aussi en préparant l'interview, tu me disais que tu étais aussi très sensible aux questions d'inclusion et diversité. Je pense que c'est lié aussi à ton parcours que tu disais qui est singulier. Et je trouvais intéressant, et notamment parce que tu étais aussi dans ces sujets de recrutement, que tu puisses nous parler de comment est-ce que tu les as portés dans ton entreprise en interne. Et si aussi tu as des conseils ou une vision par rapport à la manière dont on peut recruter autrement, en se basant justement sur des critères qui ne sont pas je recrute que des gens qui ont fait le top 5 des écoles de commerce ou que des gens qui me ressemblent, par exemple. Et comment est-ce qu'on fait pour apporter la diversité et l'inclusion vraiment dans une structure Mais c'est une super question. Et c'est vrai que la diversité, moi, est au cœur de mon parcours. Donc j'ai fait en sorte en fait de toujours me focaliser moi avant tout sur le potentiel du collaborateur, qu'il ait fait des grandes études, qu'il ait été success story, qu'il ait fait plein de choses, ou au contraire qui est juste un potentiel humain. Moi, c'est ça qui est dans mes préoccupations pour recruter un collaborateur. Donc c'est vrai que chez nous, objectivement, trivialement, c'était vraiment Benetton, et ça le reste toujours. Donc il y avait des gens de toute origine, de toute classe sociale, et c'est ça qui est la magie de cette entreprise. Donc j'ai toujours fait en sorte
de ne pas recruter sur des critères comme on le voit dans certaines boîtes de recrutement, notamment que je ne citerai pas, où tout le monde se ressemble, où tout le monde a le même costume, où tout le monde a la même cravate rouge. Ben, c'était pas ça chez nous, en fait. Et ça ne le sera jamais. Et donc, on recrutait des gens qui étaient très divers et variés les uns des autres, mais qui avaient un parcours de vie. Moi, ce qui m'intéressait, c'est un petit peu de trouver le carburant du collaborateur, à quoi il allait marcher, et c'est de m'adapter forcément à lui, et de voir comment, dans une culture d'entreprise, on avait la possibilité de faire venir des gens d'horizons très différents, mais de se dire, ils vont pouvoir bosser ensemble, ils vont pouvoir s'apprécier les uns les autres. Et c'est vrai qu'on a fait des conventions, des soirées absolument exceptionnelles, où on voyait des gens, mais pour de bon, d'origines extrêmement différentes les unes des autres, et passer beaucoup de temps ensemble et apprendre à se connaître, et faire tomber aussi les préjugés, les a priori que les uns et les autres pouvaient avoir. Et là, à t'entendre, il y a effectivement tes qualités humaines à toi, Rémi, qui te permettent de peut-être d'être moins sensible à des biais qu'on peut tous avoir de recrutement. C'est une chose. Il y a, j'imagine, aussi les gens dont tu t'es entouré qui avaient ces qualités-là. Est-ce qu'à un moment, vous avez réussi à avoir une forme de méthode ou quelque chose qui était plus autonome par rapport à ta propre personnalité, qui permette justement d'assurer le fait que ces caractéristiques-là puissent exister et perdurer? Déjà, c'était très important dans le choix des collaborateurs qui nous accompagnaient. On voulait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, donc il nous est arrivé de dire non à des collaborateurs parce qu'on sentait qu'il y avait un certain nombre de valeurs qu'on ne partageait pas. Les valeurs, c'est des mots, c'est super dans les entreprises, mais moi, ce qui m'importe, c'est comment on les incarne, en fait. D'accord? Donc, c'était important qu'au travers du comportement des uns ou des autres, on puisse constater qu'il y avait de la diversité, que c'était inclusif chez nous, que les clients qu'on avait étaient également dans la même lignée. Il y a des clients avec lesquels on s'interdisait de travailler pour ces raisons-là. On a très vite été signataire de la charte de la diversité. Voilà, il faut incarner par des actes, par des mots, que les mots doivent être en accord en tout cas avec les actes. On fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Mettre juste des valeurs dans une société, dans un hall d'entrée et au quotidien, ne pas s'apercevoir qu'on les respecte, ça ne nous intéressait pas en fait quand avec Alexandre. Donc on s'est toujours évertué à recruter des gens qui avaient en tout cas des valeurs communes aux nôtres, à avoir des process de recrutement qui nous permettaient d'identifier des talents avant tout, quelle que soit l'origine, quelle que soit la classe sociale, et on voulait que les gens puissent le comprendre. Alors c'était pas pour faire joli ou c'était pas des figurants, on voulait voilà qu'il y ait à la fois dans notre comex des femmes, des hommes, des gens plus jeunes, des gens moins jeunes, parce qu'on parle de classe sociale, mais on parle également de seniors. On a des seniors. Nous, dans les patrons de franchise, vous avez un certain nombre de franchisés qui ont plus de 55 ans, qui étaient des salariés pendant 15 ans, qui se sont retrouvés sur le carreau et qui ont entrepris avec nous. Et certains ont plus de 60 ans maintenant. Donc, c'est important de l'incarner par des faits. Tu me décris une belle histoire. Est-ce que dans ce long parcours, il me semble que tu as pris du recul assez récemment, donc ça fait quand même plus de 10 ans sur ce projet-là, il y a des obstacles que tu as rencontrés, des choses aussi que tu pourrais partager à d'autres entrepreneurs qui pourraient les traverser également, et peut-être des choses que tu as apprises? Bien sûr. En tout cas, les enseignements que j'ai tirés, c'est une longue aventure en tout cas, c'est qu'en 2009, rappelez-vous, on est en pleine crise financière extrêmement aiguë. Tous les gens à qui je parle de me lancer me disent « mais franchement, ne fais pas cette connerie-là, reste au chaud, pourquoi tu quittes un job où tu es super bien payé? Alors tu veux te lancer, mais surtout pas, attends, etc. » Et à un moment, en fait, les journaux parlaient que de ça, les journaux télévisés parlaient que de ça. Et en fait, je pense que moi, je n'ai fait qu'écouter mon intuition à un moment. À un moment, j'ai dit stop. J'allais être un peu plus vulgaire, mais en tout cas, j'ai dit je ne veux plus entendre les uns ou les autres. J'ai décidé d'y aller et j'irai. Donc, un vrai conseil que je peux donner aux entrepreneurs, il ne faut pas y aller à n'importe quel coup, mais on pèse le pour le contre, on se pose beaucoup de questions. Mais à un moment, il faut écouter son énergie, il faut écouter son intuition. Des obstacles, il y avait une crise économique extrêmement aiguë. C'était sur un secteur, le recrutement extrêmement concurrentiel, où les gros se taillent la part du marché et où c'est très difficile en tant que nouvel entrant d'y aller. Je savais tout ça. Et néanmoins, à un moment, je n'ai écouté que ma voix intérieure, que moi-même, que les gens qui étaient prêts à me soutenir, et on y est allé. Vous avez réussi à décoller, parce qu'on dit souvent que justement en situation de crise, c'est aussi les nouveaux acteurs, les acteurs les plus agiles qui peuvent tirer la épingle du jeu. Et en l'occurrence, vous vous lancez à un moment où vos concurrents sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas cette agilité que vous avez. Est-ce que vous traversez quand même un peu le désert au tout départ, justement le temps que la situation économique reparte, et là vous avez des cartes à jouer parce que vous êtes plus solide que certains concurrents qui sont affaiblis? Ou est-ce que dès le début, vous arrivez à faire marcher le business? Alors, ça peut paraître prétentieux, mais on démarre pied au plancher, en fait. Okay. Et sur les 6 premiers mois de l'année 2009, on fait déjà un super résultat. Et ça a été des croissances de 30% par an pendant plus de 10 ans. Donc, c'est peut-être pas très humble de dire ça, mais c'est la réalité, donc autant le dire. Donc, non, on n'a pas connu d'années difficiles.
Parce que, comme vous le dites, ce marché est extrêmement gros et qu'en tant que nouvel entrant, souvent je disais à nos équipes, il faut avoir le couteau entre les dents. Et sincèrement, on avait le couteau entre les dents, en fait. Mmh. Donc oui, il y avait des gros, oui, il y avait les accords cadres, oui, il y avait tout un tas de difficultés, oui, il y avait des gens beaucoup plus puissants que nous. Mais cette hargne qu'on avait au quotidien, ce dénominateur qu'on avait envie de partager, on avait envie de vivre une aventure commune, en fait, dès le début. Et non, on s'est régalé dès le début, en fait. Tu prends du recul sur l'opérationnel en 2021. Oui. Pourquoi? C'est une très bonne question et c'est vrai que ça a surpris beaucoup de gens, objectivement, aussi bien le fonds d'investissement qui était au capital chez nous et qui était rentré pour Alexandre et moi-même. Ça a surpris mes associés, ça a beaucoup surpris mes collaborateurs, mais je n'aime pas tricher, en fait. Je voulais être cohérent avec moi-même. Alors, j'atteignais 50 ans, en fait, parce que j'ai 53, donc j'atteignais 50 ans. Clairement, le moteur pour moi qui était le plus important, c'était la dimension plaisir. Et c'est un petit peu difficile, mais j'en éprouvais moins, en fait. Je m'amusais moins, en fait. Alors, on pourrait se dire, mais c'est complètement étonnant. T'es un des fondateurs, bah, tu vas rester dans la boîte, etc. En quoi je suis un petit peu atypique, c'est que pour moi, c'était pas une histoire de c'est mon bébé, l'entreprise, c'est mon bébé, j'y accorderai toute ma vie, je la transmettrai à mes enfants, mais je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'était une tranche de vie. Je me suis éclaté de bout en bout. Mais dès lors que je me levais le matin avec moins d'idées, moins d'envie de rebondir, je me suis posé un certain nombre de questions. Dans ma vie personnelle, j'avais aussi envie de m'occuper de gens avec qui j'avais passé peu de temps. Je rentrerai pas plus dans le détail, mais en tout cas, c'est un carrefour de ma vie où je voyais que c'était important que je prenne ce recul-là pour toutes ces raisons-là. Et heureusement, à la fois mes associés et les investisseurs ont été d'une intelligence et d'une compréhension remarquables et ont accepté que je prenne du recul opérationnel. Je suis resté au bord de l'entreprise durant les 3 années qui ont suivi. Ça s'est extrêmement bien passé. Mais voilà, c'était une tranche de vie pour moi. Je sens que j'avais... Alors, il faut savoir que je suis dans le secteur du recrutement depuis, ça faisait, on peut dire, quasiment 25 ans. Je voulais pas me résigner à l'idée de me dire que je ne ferais que ça. Donc, j'avais une carrière en tant que salarié qui avait été réussie. J'avais une carrière en tant qu'entrepreneur qui l'était également, bien au-delà de mes espérances, objectivement. Mais j'avais aussi envie de m'intéresser à d'autres choses. Et heureusement que l'écosystème dans lequel j'étais l'a parfaitement compris et les choses se sont bien passées. C'est assez intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est vraiment des questions que se posent aussi beaucoup d'entrepreneurs, qui ont cet ADN-là, qui sont finalement très motivés aussi par le plaisir qu'ils ont à créer, à développer une structure. Je comprends qu'il y avait effectivement des facteurs, je dirais, exogènes à la vie d'entreprise qui avaient un impact dans cette décision. Il y avait peut-être ta baisse d'envie, ta baisse de motivation. Est-ce qu'avec du recul, tu vois, parce que ça, c'est aussi des choses qui peuvent arriver dans la vie d'un entrepreneur. Peut-être, j'imagine qu'après 2-3 ans, tu avais eu aussi des moments d'essoufflement, aussi des moments où il y avait des gens qui avaient besoin de toi à l'extérieur et puis tu n'étais pas forcément là. Tu arrives aujourd'hui à savoir exactement pourquoi, à ce moment-là précis, est-ce qu'il y a eu 1 ou 2 facteurs qui étaient vraiment des alertes, qui te disaient c'est le bon moment, et ce qui sont des choses que tu as prises en compte à ce moment-là, alors que les autres fois, tu ne l'avais pas pris en compte? Oui, clairement, quand vous avez un fonds d'investissement à votre capital, à un moment, il est question qu'il sorte et qu'il passe le relais. Et de repartir sur une période de 4-5 ans, je ne me suis pas projeté, en fait. D'accord. Et j'ai eu cette honnêteté de faire part de mes états d'âme, on peut le dire comme ça, aux uns et aux autres. C'était tout un tas de facteurs. J'ai un enfant qui est parti vivre à l'étranger, mon fils aîné, qui s'est marié, qui a fait des enfants très jeunes. Donc tout ça aussi m'a fait dire, est-ce que j'ai envie de passer à côté de ça? Voilà, d'autres personnes dont je disais tout à l'heure, dont je voulais m'occuper. Et c'est vrai que tous ces facteurs réunis, je me suis dit, ok, so what? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, quoi? Et souvent on dit qu'il y a une crise à la cinquantaine. Alors je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas moi ça m'a interrogé sur l'avenir que j'avais envie d'avoir pour moi et pour les gens qui m'entourent. Ok, ouais, donc c'est la conjoncture de ton contexte global et d'un choix à poser en fait. C'est quand tu as dit oui, non, qu'est-ce que tu fais? Il y a un fonds qui arrive, ou il y a un Exactement. Et là, au moment de prendre cette décision-là, c'est aussi ça qui a fait... Parce que sinon, ça aurait peut-être été, j'imagine, 6 mois avant, 6 mois après, pour d'autres raisons. Bien sûr. Et puis, il n'était pas question pour moi. J'ai toujours été... alors, j'ai plein de défauts, mais en tout cas, j'ai toujours été extrêmement transparent et honnête dans mes choix. Et il n'était pas question que je déçoive les gens qui m'avaient fait confiance quelques années auparavant, en repartant sur 4-5 ans, au risque derrière d'être moins impliqué ou moins investi dans ce que je faisais. C'est pour ça que j'ai préféré... avertir et commencer des discussions. Je vais te poser une dernière question. Puis après, je laisserai le micro à Étienne qui prendra ma suite. Tu disais que vous aviez la rage, vous aviez la niaque avec Alexandre. C'était quoi
C'était quoi ce moteur et finalement, est-ce que ce moteur, tu l'as toujours dans tes projets qui suivent? Puis on le développera après, mais est-ce que finalement, tu vois, c'était un truc qui était très singulier, qui était propre à Mr Temp? Pourquoi je l'avais à l'époque? Parce que je l'avais eu durant 10 ans en tant que salarié. Et j'avais pensé à ce moment-là que quelque part, c'était de l'intrapreneuriat, comme on le dit souvent dans cette entreprise, jusqu'à s'apercevoir que finalement, ça l'était pas et qu'on pouvait se séparer d'un cadre dirigeant ou supérieur en claquant des doigts, avec perte et fracas. Et je crois que c'était resté un peu une hantise dans mon esprit d'avoir vu autant de gens partir de manière complètement irrespectueuse. Et je crois que ça m'a donné un boost énorme pour dire ça m'arrivera pas. Et je veux je veux me lancer et je veux que cette aventure elle soit à l'initiative de ce que je peux faire avec les uns ou les autres. Et pour répondre à ta deuxième question, je suis quelqu'un de toujours de très dynamique, de très enjoué par ce que je fais, et les rencontres avec les entrepreneurs que je peux faire, que j'accompagne maintenant, est pour moi comme un nouveau challenge à chaque fois. J'oublie finalement dans ces histoires-là complètement mon parcours qui est avant. Parfois, je me retrouve dans des discussions où je me dis si finalement peut-être que j'aurais pu agir différemment, peut-être que s'ils savaient que j'avais cofondé un groupe qui avait autant fonctionné, mais je m'en fiche quoi. J'aime bien repartir d'un regard neuf. J'aimerais que les gens aient un regard neuf sur ce que je suis, non pas sur ce que j'ai fait, mais de ce que je suis à l'instant T. Et oui, j'ai encore plein d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses en fait. Et c'est pour ça aussi que je suis quelque part, que j'ai provoqué cette mise en recul, c'est que j'avais envie de faire plein de nouvelles choses. Et moi, j'avais besoin de renouveau dans ce que je fais et pas de continuité, en fait. En fait, moi, une fois que c'est construit et que ça marche bien, c'est là où je sens qu'il faut que je me bouge. Merci pour ta réponse hyper franche sur cette question personnelle. Voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous serons avec Étienne de Saint-Germain, cofondateur de Sapiens, le family office augmenté qui accompagne Just Focus depuis le début. Ils parleront finance avec Rémi. Comment il s'est lancé dans l'entrepreneuriat sans avoir de patrimoine personnel, comment il investit maintenant, aussi bien dans des startups que personnellement dans des projets associatifs. À jeudi prochain.